Bonjour et bienvenue sur Testcars. J'ai le plaisir aujourd'hui de vous retrouver dans une toute nouvelle vidéo. Je me trouve en Allemagne, à Rüsselsheim, chez Opel, pour les 60 ans du studio design et les 125 ans de la production automobile de la marque. Et je vous emmène tout de suite au centre de design. C'est parti! Je suis donc désormais avec Pierre-Olivier Garcia, en charge de la direction artistique de la marque. Bonjour! Bonjour, enchanté. De même, alors est-ce que vous pourriez nous présenter ce que je pense être le nouveau Frontera? Alors ça ressemble à une vraie voiture, mais ce n'est pas une vraie voiture, c'est une maquette, puisqu'on est au design. Vous avez la chance de rentrer à l'endroit où on dessine les voitures, le futur de la marque, mais aussi où ça a commencé il y a 60 ans, parce que c'est nos 60 ans de ce studio ici même. Donc c'est une maquette, est-ce qu'on pourrait en savoir un petit peu plus sur ce nouveau modèle ou sur ce futur modèle? Donc oui, c'est le nouveau Frontera qu'on a présenté il y a quelques semaines à Istanbul. Et c'est une voiture au cœur de notre gamme qui rend la mobilité électrique très accessible. Et qui sera sur nos routes, je pense, début 2025? Qui sera effectivement sur nos routes début 25. Donc ici, c'est notre lobby pour la sécurité avant de pouvoir rentrer au sein même du design et des studios, du vrai studio de design où nous dessinons et développons les nouveaux produits. Je vous emmène. Parfait. Donc 1964, c'est la date où tout commence pour le studio de design Opel. Le premier endroit qui a été créé, donc qui était un vrai studio intégré, c'était le premier pour un constructeur européen automobile de créer un studio vraiment dédié à ça, puisqu'avant, il n'y avait pas vraiment un regroupement comme ça des savoir-faire. Il s'agissait plus d'une espèce de workshop où il y avait un mélange de modeleurs et de stylistes, on appelait à l'époque. Donc, inspiré du système de General Motors à l'époque, puisque Opel faisait partie de General Motors à cette période-là, ce studio a été ici installé en Europe et c'est depuis 1964, quasiment jour pour jour, parce que c'était un 10 juin 1964, nous travaillons, développons tous les produits ici, y compris depuis l'ère 2017 où nous sommes passés dans le groupe Stellantis, PSA. Et puis, encore une fois, comme je vous le dis, c'est d'ici aussi où est sorti l'experimental concept que nous avons présenté à Munich, IAA, le octobre dernier. Voilà. Donc maintenant, je vous emmène dans le studio. Donc voici le tout premier concept car européen, le sketch, tout premier sketch qui a été fait dans ce nouveau studio de design en 1964. Erhard Schnell, à l'époque, était en charge justement de développer ce studio. Et donc ici, vous voyez le concept car qui a été présenté évidemment un an plus tard à Francfort, à l'IAA Francfort. Et encore une fois, le premier concept car d'une marque automobile à l'époque. Et puis évidemment, on continue sur la version production de la GT, 1968. Donc on peut voir quelques différences là-haut sur le package. Donc la voiture un petit peu plus, tout petit peu plus haute, un tout petit peu plus courte, mais elle est très très proche du concept initial. Et on aime bien utiliser, nous, le rapport du concept à la réalité, puisque c'est une philosophie que vous verrez qu'on retrouve sur ce qu'on fait actuellement aussi avec nos modèles. Alors celle-ci, c'est une GT, mais encore spéciale, parce qu'on voulait que des concepts ici, dans cette pièce, et c'est ce qu'on appelle l'aéro GT, où il n'y a eu que 2 exemplaires de fait, puisque celle-ci a une version Targa, version ouverte. Encore une fois, toujours développer des nouveaux concepts par rapport au modèle de série. Donc celle-ci, 1969, et puis après, en fait, on entre dans une ère que j'appelle les pionniers, design pioneers, donc les pionniers du design, où il s'agissait vraiment, c'était vraiment des dream cars, des voitures de rêve, développer des proportions, des surfaces, des ouvrants, des systèmes d'ouvrants. Et pour moi, ma référence ultime, ma préférée, la CD Concept, CD pour Concept Diplomat, puisque c'était basé sur un châssis d'Opel Diplomat. Et c'était de développer une version la plus pure et la plus détox d'un coupé sportif haut de gamme. Et il y a une modernité incroyable dans cette automobile avec des feux épurés derrière une partie en verre
et puis des détails vraiment très précis, très élégants sur le contenu graphique aussi des lignes. Mais une voiture encore d'une modernité incroyable, 1969, et ça reste une grande inspiration pour la plupart de nos designers. Sublime. Et il ne s'agit pas seulement de l'extérieur, il s'agit aussi de l'intérieur, puisqu'en fait, déjà à l'époque, il y avait ce principe de regrouper toutes les informations et les commandes utiles à l'utilisateur dans un seul endroit. Finalement, c'est l'ancêtre de ce qu'on appelle Pure Panel, où encore une fois, il s'agit de réorganiser, de simplifier l'interaction au sein de l'intérieur du véhicule. Avec le téléphone. Ouais, téléphone très 1970, téléphone du PDG. Et donc voilà, c'est pour ça que ici ce poster est là pour parler de détox, puisque ça fait vraiment partie de notre philosophie design, qui est de en mettre moins pour en faire plus finalement, d'aller à l'essentiel, enlever tout le superflu et d'offrir finalement au final une ergonomie beaucoup plus naturelle et beaucoup plus limpide, beaucoup plus simple pour les utilisateurs. Après, on évolue fin année 70, présenté 75. On voit que déjà les proportions sont différentes parce que là, il s'agit d'une maquette à moteur central, ce qu'on appelle concept Genève, qui était au départ un concept pour un moteur en position centrale, moteur Wankel, rotatif. Voilà, donc beaucoup d'émotions dans les surfaces, beaucoup de pureté aussi à nouveau. Et toujours une arête centrale très marquée, qui fait vraiment partie aussi encore aujourd'hui de notre style sur nos voitures de production. Donc là, on arrive début années 80, et là, cette voiture est intéressante puisqu'elle montre que dès 1981, en fait, elle a quasiment 10 ans d'avance sur évidemment ce qui arrivera en production avec des véhicules qui ont été inspirés de ce véhicule, donc les Omega, même la Calibra. Et c'était vraiment un vrai laboratoire à la fois de style et d'aérodynamisme pour explorer des solutions aérodynamiques. Donc celle-ci avait un coefficient de 0,24, donc qui était qui était un bon score pour l'époque, voilà. Et encore une fois, c'est un véhicule qui a inspiré vraiment toute une génération de véhicules Omega, Calibra, Vectra, voilà, avec même des éléments graphiques très modernes, une couleur toujours un peu comme ça, très affirmée, qui vient souligner les éléments de style. Alors il y a des choses très intéressantes comme le traitement des surfaces vitrées, évidemment, qui demande aussi un suivi point de vue engineering, qui soit en termes de faisabilité. Donc ces concepts vraiment servent justement à explorer des pistes de style, mais aussi techniques. Voilà. Et en fait, il y a quelque chose qui est intéressant entre une voiture de 81 ici et puis une de 2013, où finalement, avec la Monza ici, où on retrouve un traitement et un travail des surfaces vitrées avec un vrai lien entre les surfaces colorées et les surfaces vitrées. Donc vraiment une surface émotionnelle qui vient appuyer encore une fois des proportions très affûtées. Et un sentiment de légèreté très stable, mais en même temps très léger, presque en lévitation par rapport au sol. Donc ça, c'était le Monza Concept 2013. Et puis après, juste après, on a exploré ce que pouvait être une nouvelle version de l'Opel GT. Donc en 2016, nous avons présenté le GT Concept à Genève. Et ici, on vous montre un modèle clé. Donc c'est une maquette qui vous permet évidemment qu'on sculpte pour travailler les proportions et le design du véhicule. Et plus tard, vous pourrez voir le vrai concept car rouler à l'extérieur, puisque finalement les voitures sont faites pour rouler. Donc je vous parlais de détox. Cette voiture était déjà une vraie exploration pour nous en termes de réduire un maximum le nombre de pièces et le nombre de parties. Donc par exemple, nous avons un énorme élément ici qui vient créer la porte et qui vient, vous voyez qu'ici on n'a pas d'aile, mais la porte vient jusqu'au bout et vient s'ouvrir sur un pivot ici qui en plus va permettre une accessibilité plus grande
pour accéder à l'intérieur du véhicule. Et en plus, avoir un effet un peu waouh quand elle s'ouvre, puisqu'elle vient dévoiler sur la vraie voiture un pneu rouge. Encore une fois, vous verrez la voiture rouler à l'extérieur. Et puis donc, juste simplement, ça, finalement, c'est nos crayons sur un modèle clé. Ces scotch ici, ces rubans adhésifs nous permettent de dessiner vraiment les lignes sur la voiture et de définir où les surfaces changent. Alors maintenant, on fait ça beaucoup de façon digitale, mais on a toujours des clés pour vérifier maintenant. On fait un peu moins de modèles clés, mais on en fait toujours au final pour vérifier en vrai. Voilà, je vais revenir un peu sur des années un peu 80, où on avait un concept Spider Corsa pour annoncer la Corsa A qui arrivait, la première génération de Corsa. La Junior Concept, qui reste une référence, encore une fois, veillez en termes de simplicité, de style. Donc là, on avait Chris Bangle à l'époque qui a travaillé surtout sur l'intérieur très modulable de ce véhicule. Toujours très coloré, donc on est toujours sur un style très affirmé par la couleur, mais aussi finalement très épuré. Et puis à l'intérieur, un principe de pièces modulables qui permettent de choisir à sa guise le contenu, finalement le contenu infotainment de l'époque. Un peu comme si vous choisissiez vos éléments que vous mettez sur votre plan de travail de cuisine. Voilà, même des sièges avec des sacs de couchage. Original. Voilà. Et alors, il y a des éléments stylistiques qu'on aime bien rappeler. Par exemple, ces triangles ici, qui sont des éléments qu'on retrouve même sur les mantas de rallye, en termes d'aération sur les capots. Et par exemple, quand on a travaillé sur notre concept GTX en 2018, ce sont des éléments qu'on a aimé rappeler et, pour faire écho, encore une fois, faire le lien et harmoniser avec notre passé. Ici, on a la Max Concept de 1995, qui était là vraiment un châssis aluminium, donc explorer une plateforme modulable, extensible aussi, 4 places, différentes configurations, et un maximum d'espace dans 2,97 m, 1995. Donc on voit que Opel a touché un peu à tous les différents tailles de gamme, on va dire, tailles de modèles. Et puis pour finir sur la mobilité, on a le Rack E Concept qui est aussi en démonstration dehors, et puis un vélo, puisqu'évidemment Opel faisait des vélos dès le départ. Et donc là, c'était une version moderne du vélo, en utilisant le principe d'emboutissage propre à l'automobile Opel. Donc ça, ce sont deux parties embouties qui sortiraient comme une carrosserie d'automobile en production ici. Donc l'Opel GTX expérimental, c'est notre premier manifeste qui résulte d'un travail que l'on a refait sur la marque, où on a réaffûté la marque, puisqu'on passait dans une nouvelle ère avec le fleuron Stellantis. Et donc ça nous a permis de remettre en avant des éléments forts de notre style et de notre philosophie de style, puisqu'on parle de style affirmé et épuré. Donc des éléments, un ou deux éléments forts stylistiquement, une face avant plus identitaire, puisqu'on parle de la visor. Cette visor est articulée sur ce qu'on appelle le compas, qui est un élément graphique qu'on veut voir, qui est très graphique, très structurel, très composé en termes de lignes. Ça, c'est très allemand aussi en termes de marque. On voulait vraiment travailler cette idée de presque un peu Bauhaus. Et donc, cet élément graphique est venu créer, avec la visor autour de cet élément, notre nouvelle face identitaire, plus affirmée, pas forcément agressive, mais qui mettent en valeur la technologie sur la face avant, que ce soit les capteurs, les feux, et qui permettent d'avoir vraiment cet avant beaucoup plus lisible et un graphisme très fort. On voit bien qu'on a traduit ça jusqu'à l'Astra en termes de famille, sur une gamme. Et puis, le Experimental Concept de 2023 nous a permis d'aller un peu plus loin dans la visor, puisqu'on passe sur une visor, ce qu'on appelle 4D ou 3D, puisqu'elle a plus de profondeur. Et puis, on le retrouve en production sur le Grand Land qu'on vient de présenter et qui sera sur les routes l'année prochaine. Donc, ce concept, on l'a ici. Donc là, on voit que la visor a gagné en profondeur. Donc, on a vraiment un effet 3D. On a le logo qui vient aussi en 3D.
et puis encore une fois qui vient intégrer tous les éléments technologiques du véhicule. On a aussi des éléments aérodynamiques sur ce véhicule. On a des éléments lumineux. Donc en fait, on enlève les éléments, ce qu'on avait souvent chromés, pour mettre des éléments, ce qu'on appelle maintenant lumineux. Donc on appelle de painting with light, donc de peindre avec la lumière. Et ça vient, pour nous, c'est notre vision du décor et des éléments de détail sur les véhicules à venir. Un autre élément très important sur ce véhicule, en dehors des proportions toujours très élancées, très affirmées, c'est une nouvelle identité aussi à l'arrière avec un logo Opel en lettres, lettrage. Donc on n'a plus le Blitz à l'arrière, on a un logo en lettres. Qui j'imagine est rétroéclairé. Qui est rétroéclairé. Donc ça c'est pareil, on pourrait faire des images demain peut-être. Et puis ici, on le verra un peu plus tard dans l'exposition, on a aussi un système de lames qui sortent à niveau aérodynamisme pour améliorer le coefficient aérodynamique. Donc là, on voit bien qu'au niveau visor, ici, notre face avant de véhicule, première génération de visor, qui est arrivée quasiment jusqu'à l'Astra, à peu près, le renouveau de l'Astra. Et là, on voit qu'on évolue vers quelque chose d'encore plus technologique, avec un nouveau logo éclairé. C'est la grande nouveauté aussi, évidemment, puisque depuis cette année, légalement, on a le droit d'avoir un logo, une identité de marque éclairée. Et encore une fois, ça nous emmène directement au tout dernier modèle. Donc le Grandland qui intègre justement cette nouvelle visor en production avec des éléments éclairés. Donc ici, on vous montre aussi à quoi ressemble une aire au sein du studio pour le design intérieur. Donc c'est à la fois couleur et matière et design intérieur. Et nous avons ce genre de maquette. Vous voyez qu'on n'a que l'intérieur, mais cet intérieur nous permet de valider des ergonomies, des matières, de s'asseoir, d'avoir un ressenti, et puis évidemment aussi de développer tous les éléments graphiques et d'interface human-machine, hein, comme on appelle, et qui permet de développer voilà, tous ces graphismes et toute l'interactivité, encore une fois, ce qu'on appelle la pure expérience, essayer de simplifier au maximum et de détoxifier les éléments qui ne sont pas nécessaires. Donc on voit au niveau des matières, ce sont des maquettes, mais ça nous permet vraiment d'avoir un vrai ressenti. Évidemment, on peut utiliser ça aussi sur des tests consommateurs et en plus, évidemment, en interne pour le développement et pour parler avec les ingénieurs et la faisabilité ou les partenaires qui créent nos pièces, voilà, pour développer les pièces finales. Voilà. Donc Couleur Matière travaille souvent avec des échantillons, ce genre d'échantillons, voilà, où ils viennent tester des alliances de matériaux. Bien sûr, il y a les peintures aussi, logiquement. Mais voilà, c'est la composition graphique intérieure et extérieure des couleurs et des véhicules. Ici, nous sommes sur ce qu'on appelle un seating buck, donc une boîte d'assises. Et ici, par exemple, on voit qu'on a notre innovation sur le fond de terrain, à l'intérieur, qui nous permet un avantage ergonomique, qui est, par exemple, donc, de relaxer votre colonne vertébrale au centre, un peu comme les salles de vélo, voilà, et qui, sur des longs trajets, vous permettent de relaxer en termes d'ergonomie votre assise. Et c'est vrai que chez Opel, j'avais déjà vu il y a pas mal d'années les sièges AGR. Oui, alors AGR, c'est un label qui n'est pas propre à l'automobile, qui est un label autour des kinés, je crois. Donc c'est valable aussi sur des sièges ou sur des fauteuils. Et donc on a ce label depuis pas mal d'années. Et c'est un peu notre touche aussi allemande. Voilà, c'est un confort qui est très ergonomique, très physiologique presque. Et voilà, c'est pas simplement un confort soft, voilà, puisque encore une fois, on est une marque allemande, et une marque allemande qui a aussi encore les autobahns et l'autoroute pour conduire à haute vitesse. Et donc c'est vrai que c'est une particularité aussi pour notre marque qui existe toujours. Donc je vous parlais de painting with light, paint pour l'extérieur, peindre avec la lumière. Peindre avec la lumière, c'est aussi valide pour l'intérieur du véhicule. Donc comment ce décor, à travers une ambiance colorée et de tissu, peut, par exemple, avoir une fonctionnalité, et ici vous montrez un angle mort, vous alertez d'un angle mort. Donc c'est un vrai outil aussi de sécurité, et voilà comment on peut explorer des nouvelles pistes
et utiliser un décor intérieur comme une vraie fonctionnalité de sécurité. 1983, Manta 400. Et aussi une Astra, ici de compétition, vous le voyez. Bold and Pure, vous le voyez avec un vélo. La nouvelle Astra hybride. En 69, la GT. Et puis en 90, la Calibra. 1899, la première Opel produite. Vous la voyez juste ici, il y a également la Manta de 74. D'anciens véhicules de compétition de la marque allemande. Celle-ci date de 1924. Entre le passé sportif en 89 avec cette Corsa GSI et puis la toute dernière génération hybride que vous voyez à droite. Est-ce qu'il y a un air de ressemblance? Je vous laisse répondre dans les commentaires. Opel Rekord, nous sommes en 1968. Celle-ci est une réplique animée par un 2 litres qui développe 205 chevaux, extrêmement légère, très bruyante. Alors elle ne s'est jamais illustrée par ses résultats en compétition. Par contre, c'était un projet secret, puisqu'à l'époque Opel faisait partie d'un autre groupe. Et l'idée c'était quand même d'avoir un véhicule pour courir, mais ingénieurs et designers ne devaient absolument pas en parler. Je vous montre un petit peu l'intérieur. Couleur noire, vraiment, full noir, mais avec des détails jaunes qui font vraiment ressortir certains éléments. En 2018, Opel présentait l'Astra GTC OPC et en 2004, c'était la Speedster Turbo. Regardez-moi ces lignes. Magnifique véhicule avec une double sortie verticale à l'arrière. Vraiment très très beau. 1928, Opel sortait une moto, mais pas que. Également la RAK2, un véhicule avec une sorte d'aile sur les côtés, vous le voyez. Bien avant l'Ampera, nous sommes en 1971 avec l'Electro GT. Et puis un concept bien plus récent, l'Experimental, avec le logo rétroéclairé. Et je vous montre quelques véhicules du passé, notamment en compétition, et bien entendu du présent. Ça, c'était des vraies voitures. L'Opel Grandland électrique arrivera sur nos routes cette année. Il dispose de la plateforme STLA Medium de Stellantis qui lui confère environ 700 km d'autonomie. On sait que le WLTP, donc on verra bien ce que ça donne réellement sur nos routes et on se redirige vers le centre de design. En 2021, Opel présente la Manta GSI, revisitée, mis au goût du jour du tout électrique. Ici, c'est un concept qui s'appelle RAK-i. C'est la première fois que je le vois. Le concept qu'on a vu au salon allemand en 2015, je crois,
Opel GT Experimental. Et puis, ce qui a donné bien plus récemment le Mokka. À Pforzheim, en Allemagne, il y a une école de design qui permet aux étudiants de s'exprimer, avec ici le concept Soul. Explore, Get Out, assez original. Et puis, on est ici sur l'Opel Compact. Ça, je pense que c'est plus un délire de designer. Et puis, on arrive tout doucement sur l'Opel Switch. Est-ce que ça donnera quelque chose quand on verra sur nos routes ces prochaines années? Difficile à dire. En tout cas, ils laissent pleinement exprimer leur créativité. Aujourd'hui, la modélisation d'un modèle ne passe pas forcément par la création d'un sketch ou de modèles en 3D, mais peut passer via un casque de réalité augmentée. Et comme vous le voyez ici, voilà, ça permet vraiment de voir et de travailler plus efficacement tout en voyant l'environnement réel autour. Et on va découvrir ça dans un instant avec Pierre-Olivier Garcia. You can see what I see here. And of course I see it in 3D. We can review a car without having to build a model or anything. So we just build a 3D model, and from there we can also check, of course, kinematics of doors. We can check interiors. You can actually see it. You can see my hand. And this is augmented reality, so you can see that I still see you, but I have a virtual model with me. And this is really useful to evaluate proportions, to check features like aeroblades. So we can try in 3D, in a very limited time, we can try a few features. But then of course, what we can also do is go completely virtual and enter a crazy looping scene. You can see the setup. We've got actually our Opel Tower. Yeah, you've got the Manta upside down. And here we can, for instance, we can change color easily. In red, in black, in yellow. Well, obviously we can also change car. So let's go back to the Manta. Yeah, so it's very easy to check the cars and change it. Maybe we can go even older with the Green Monster. There you go. I think you saw this morning the pop-up museum where the car was. But here we're focusing on the future, so let's see what could be a modern version of that. You see how quickly we can change and evaluate the models. But we can go maybe, let's pick the Corsa we had over there. You see, it's here, but now modern version. And maybe we should go on the racetrack. Maybe we can go on the Autobahn. Oh, yeah, there you go. So that's a modern version of the Autobahn. And now maybe we need to go with a GT, Electro GT. Yeah, but that's the old one. Let's show the new one. There you go. You can see how you can actually, of course, it's something I experienced. You can really evaluate the size of the car. And I think we can go even cooler with a really rare Commodore model. There you go. And you can see, clearly, really muscular car. But again, let's focus on the future. There you go. Vous connaissez forcément la Citroën Ami, voici son pendant germanique, l'Opel Rox électrique en version cargo, l'utilitaire Vivaro électrique, le Vivaro qui se décline également en hydrogène, et puis le Movano, utilitaire beaucoup plus grand, avec donc plus de volume de chargement, également lui en tout électrique. Monsieur Tavares et le chancelier allemand. Dear Chancellor, dear President,
dear Chairman, dear Ministers, dear Mayor, dear teammates, dear friends and dear guests. First of all, thank you. Thank you for being here with us for this very warm and very joyful event. Thank you for joining Opel today. It is indeed an honor to have you here today to celebrate such a fantastic landmark as the 125th anniversary of our loved German brand Opel. At Stellantis, we are unapologetic about the fact that we love brands, we love cars, but most of all, we love freedom of mobility. We love to understand their history, and we love to build their future. Since Opel joined back in 2017 PSA and now part of Stellantis, the journey has been terrific. With our Opel team, we could turn around the business in 18 months after 15 years of recurrent losses. We have launched 3 commercial successes: the Opel Corsa, the Opel Mokka, and the Opel Astra. And we will very soon launch the brand new Opel Frontera and the Grandland. We grow profitably, which means sustainability. We were a cold and a deal brand. We are becoming cool and relevant to the new generations. The way our German team has been operating inside of our global company with a 15 brand portfolio has demonstrated an outstanding capability to change and to adapt. And I would like to thank them warmly. I would like all of us to applaud the Opel team here in Germany. And I would like to address and to convey a very specific and warm sign of appreciation to our Opel brand CEO, Florian Hürtel, and to our chairman of the Opel Supervisory Board, Xavier Chéreau. They have done an outstanding job together, and they are leading this brand to success. Inside Stellantis, Opel is always part of the solution and never part of the problem. Talking about finding solutions, I also want to thank our union partner, IG Metall, with whom we have always been able to find the right way to overcome significant challenges. Moving forward, we have a bright future ahead of us. Using the assets of Stellantis, Opel will continue to lead the way in electrification and zero emissions. We will detox our cabins to reduce mental complexity, and we will bring ergonomy to a new level. We'll become the coolest, the freshest, the youngest, and the most agile German brand. As we are growing overseas, we will, with your blessing, Mr. Chancellor, represent more than Germany around the world. Fixing global problems needs global solutions and global entities like Stellantis. At Stellantis, we have more than 170 different nationalities. We are a highly diverse company. We love it, as it gives us the ability to understand the world better, to make better decisions, and to make our customers happier. As a community of people that share the same professional destiny, we will become carbon neutral as a corporation by 2038. We will contribute sharply to fix the global warming problem. On this path, bringing the appropriate infrastructure and affordability are key success factors. At Opel, we have no doubt that Germany, under your leadership, Mr. Chancellor, will be part of the solution
and you can count on Opel. Thank you. Après la conférence de presse, eh bien, on arrive sur la ligne de production de l'Opel Astra. Un employé est en train d'expliquer en fait comment fonctionne la chaîne de production à ce moment-là au chancelier Olaf Scholz, qui est juste derrière le moteur. Si même un chancelier maintenant se met à brancher des éléments électriques, alors là, chapeau. So, guten Tag. Ich habe dem Bundeskanzler gerade erklärt, dass wir hier unsere wichtigste Linie haben. Das ist die Linie, wo der Antriebsstrang vorbereitet wird. Wir haben hier in Rüsselsheim ein sehr hochflexibles Werk, wo wir mit 2780 Mitarbeitern den Opel Astra und den Opel Astra Sportstourer, unsere zwei ikonischen Modelle, produzieren. Und wir machen das absolut flexibel. Hier auf der Linie werden Sie sehen, sind Verbrennermotoren, sind hybride Motoren und sind Elektrofahrzeuge, alle durcheinander. Der Kanzler hat gerade uns geholfen, unser Elektrofahrzeug in der höchsten Qualität für uns mitzubauen. Wir werden das weiter tun. Wir sind hier in Rüsselsheim bereit für die Elektromobilität, wie schnell sie auch kommen wird. Wir sind bereit, wir sind flexibel und danke für Ihre Hilfe an der Stelle, die Sie weiter mitnehmen. Dankeschön. Vous voyez d'un côté les pièces détachées et de l'autre la chaîne de production. Voiture finie à gauche et voiture en suspension. Ah, c'est assez original. Monsieur Tavares à gauche et le chancelier au milieu qui marche à côté de la ligne finale de production. Et dernière étape avant d'arriver chez le concessionnaire, eh bien, les véhicules prennent le train pour ensuite être dispatchés à travers l'Europe. Et maintenant, on va faire un tour en Adam Rocks sur un parcours dédié. Alors pour l'ouvrir, c'est très simple, on appuie ici, hop, on ouvre. Ce qu'on découvre à gauche du siège, c'est le sélecteur de vitesse. R marche arrière, N neutre et D en avant. Et on va s'installer maintenant à bord de cette Citroën Ami revisitée. Wow, c'est assez spartiate, mais vous le voyez, il y a une connexion USB, warning, ventilation, je dirais désembuyage. Ici un support smartphone. Et puis des choses quand même assez bien pensées, par exemple ici un petit filet pour mettre typiquement un trolley ou un sac de tournage, voilà, qui rentre sans aucune difficulté. Ce qui est impressionnant, c'est quand même cette surface vitrée. Moi j'ai jamais essayé la Citroën Ami, ici c'est son pendant germanique. Eh bien on va voir un petit peu comment ça réagit. Alors j'imagine qu'il y a une clé, oui, qui est sur le frein. Le clignotant, on va l'enlever. Alors ici, je ne sais pas si vous le verrez, mais il y a un écran avec l'autonomie restante, le kilométrage total en bas à droite. Il n'est vraiment pas lumineux, en plus il gèle le soleil. Bref, on enlève le frein à main, on passe en D, automatiquement c'est reconnu, et puis bien, on y va. Allez, je vous pose ici. On vérifie qu'il n'y ait personne derrière et c'est parti. Peut-être mettre la ceinture quand même si on est sur un espace privé. Ah, c'est l'impression en fait, il faut que je vous reprenne parce que sinon vous... Voilà. En fait, l'impression d'espace, il est énorme. Et on a vraiment l'impression de... Bah, je ne vais pas dire de rouler un karting, hein, mais... c'est assez fun. Le volant est assez grand. Là, je relâche un petit peu, ouais, une bonne décélération. Une bonne récupération de l'énergie au freinage, je dirais. Ah, c'est vraiment cool. Je comprends mieux le succès de l'Ami. Vraiment, c'est très très chouette à rouler. C'est assez fun en fait. Et pour les petits jeunes qui vont par exemple à l'école, eh bien, ça peut être une alternative sympa. En lieu et place du deux roues qui peut faire un petit peu plus peur aux parents, ce que je comprends tout à fait. Ah, c'est vraiment chouette.
Alors, ici on va essayer la marche arrière. Alors, hop. Il n'y a pas de direction assistée, donc c'est quand même sportif. Mais ça se gare dans un mouchoir de poche. Bon, la rétrovision, voilà. Mais c'est vraiment, vraiment cool. Allez, on va la ramener là où il faut. Et voilà. C'est ici que s'achève cette vidéo pour les 125 ans de la marque allemande. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, bien, je vous invite à vous abonner, à liker et à la partager. Un immense merci à Wim d'Opel Benelux pour l'invitation. Et quant à moi, je vous dis à très vite pour de prochaines aventures auto et moto. Ciao!